libertarienne en France. Et oui, il y a une mouvance libertarienne en France. Il y a même un parti libertarien. Et on aimerait, c'est ça, au cours des prochaines minutes, on va rentrer en lien avec lui. On a discuté avec lui hier. Oui, bonjour Julie. Bonjour. Bon, nous sommes de retour. On t'a récupéré. Puis, bon, je suis en train de faire un petit descriptif de notre invité de la journée, Monsieur Ulrich Génisson. Et ben c'est ça, je racontais que c'est un libertarien français. Et de la façon que je peux le décrire, en fait, si les gens ne l'ont pas déjà rencontré sur Facebook, parce il est très actif sur Facebook, en fait, c'est une personne qui, au cours des dernières années, dans sa nature, il a toujours été considéré, c'est toujours considéré comme un libéralisme ou un libertarien. Ça a toujours été dans son sang. Il a connu l'entrepreneur. Il a toujours eu aussi l'esprit d'entrepreneuriat dans son sang également. Il a parti une entreprise à 20 ans dans le domaine de la course de la moto, je crois. Puis il a évolué aussi depuis quelques années. Ben, il s'est collé auprès de d'autres individus qui partagent la même vision que lui, une vision du libéralisme classique. Et graduellement, ben écoute, ils ont été capables de se regrouper, de créer des documents, des recherches, et ce qui a mené dernièrement à la création aussi du Parti libertarien en France. J'aimerais bien qu'on puisse commencer. Je sais pas, Julie, où est-ce qu'on en est rendu avec le côté technique, là? Ben, c'est comme chaque semaine, tout fonctionne la veille, et le lendemain, tout ne fonctionne plus. Ben bon, on est en train d'essayer de régler le problème. Moi, j'ai hâte de lui poser la question à Ulrich parce que je me demande comment on fait pour vivre en libertarien en France. C'est-à-dire que quand dans ton sang et dans ta personne, tu es, parce qu'un libertarien ne peut pas être pour le socialisme, c'est impossible. Comment tu fais pour vivre tous les jours avec des gens, parce que ce que j'ai comme vision de la France, c'est des bébés gâtés. Des bébés gâtés qui sont toujours en train, écoute, j'ai connu des Français ici à Houston, c'était tellement drôle parce que c'est des Français qui arrivaient ici soit pour les études ou c'est souvent pour le travail, un transfert et tout ça. Donc ils n'avaient pas vraiment choisi la place, mais ici quand même à Houston, on a une grosse communauté française et même francophone et ce qu'on disait c'est comme ici c'est très mauvais, hein. Je veux dire, on n'est pas protégé, on n'est pas protégé par le gouvernement. On aurait besoin d'avoir de plus de protection du gouvernement. C'est comme s'il n'y avait pas appris. Oui, c'est ça. Moi, mon expérience, écoute, j'ai de la famille qui vient de France également. J'ai eu mon expérience aussi quand j'étais en Louisiane. Et c'est pas pour critiquer l'individu comme tel, mais je pense que c'est parce qu'ils ont été baignés dès la naissance, un peu comme au Québec, ils ont été baignés dans la naissance que l'État, c'est l'État-providence. Dès le jeune âge, ce qu'on discutait hier justement, c'est qu'on arrive, on peut mettre l'enfant à la crèche, c'est ce qui se trouve être la garderie publique. Un peu comme au Québec maintenant avec la garderie à $7. Dès 6 mois, ben on peut le mettre dans le système. Et à partir de ce moment-là, l'enfant grandit dans cette espèce d'atmosphère où la pensée unique existe et il n'y a pas moyen de voir d'autre chose. Et c'est pour ça, je comprends ce que tu veux dire par enfant gâté, mais c'est parce que je pense qu'ils n'ont jamais vu rien d'autre. Et quand mais c'est une vision. Je te dis pas que c'est oui. C'est pas mauvais. Ce que je dis, c'est que c'est la vision que j'ai, c'est ça. Je me rappelle juste un petit événement dans le temps. J'avais une amie ici, française, qui a accouché ici aux États-Unis, donc à Houston, qui est quand même un endroit très bien pour accoucher. Donc, il y a plein d'hôpitaux. Puis je crois que les médecins sont bons.
Et là, ici, c'est comme un peu au Canada, c'est que ici, à l'époque, si l'accouchement a bien été, tu restes 2 jours à l'hôpital. Ouais. C'est le temps normal. Puis bon, pour une césarienne, c'est environ 4 jours. Et là, je te parle à peu près de 6 ans là de ça. En France, c'était généralement plus long, donc c'était pas rare de voir des femmes qui venaient d'accoucher rester à l'hôpital pendant 5 jours, 5-6 jours, comme dans le temps de ma mère, en fait. Et là, la mère française, qui était encore en France de cette fille-là, lui avait dit, écoute, c'est dangereux, reviens en France, accoucher, c'est dangereux. Tu sais pas ce que tu veux. Non, c'est vraiment bizarre, mais c'était je sais pas, c'est la vision que les Français ont de l'Amérique, des États-Unis. Oui, moi, ça me fait rire parce qu'il y a un autre phénomène. Moi, j'habite à Little Rock, en Arkansas, et on a l'entreprise Falcon, c'est Dassault. C'est une grosse entreprise de jet privé qui est un compétiteur direct avec Bombardier, qui a un bureau en Arkansas, à Little Rock. Et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs Français qui venaient travailler pour la compagnie et travailler 2-3 ans, les contrats de 2-3 ans, retourner en France. Et j'ai aussi également un ami américain qui travaille pour la même compagnie. Et j'ai eu la chance de discuter et avoir la vision des autres. Et c'est fascinant parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les Français qui venaient aux États-Unis travailler pour 1 an ou 2 gardaient tous les privilèges de la France tout en venant aux États-Unis et en recevant les mêmes privilèges qu'un Américain, qui consiste à avoir peu d'impôts, beaucoup plus de liberté, mais en même temps, en arrière, ils avaient tous les petits cadeaux, les petits avantages qui font que l'école privée à 5 000, 10 000 $ par année était payée par l'État, ou est-ce que le système de santé était payé à 100%. Les congés, c'est les congés français. Sans dire les journées, mais je veux dire, c'était les mêmes nombres de semaines. Alors, un Français qui venait passer 2 ans, lui, s'il avait accumulé 6-7 semaines de vacances, versus l'Américain, que ça fait 12 ans qu'il est là, qui a juste droit à 3 semaines, ça fait comme un clash. Et là, dernièrement, la compagnie, sans rentrer trop dans les détails, a dû faire des coupures et il y a beaucoup moins de Français qui ont pu rester. Ils ont comme été amenés à retourner en France et je te jure, la majorité, ceux que je connais, ont été déchirés de quitter les États-Unis. Il y en a plusieurs qui même, à la dernière minute, ont tenté de trouver un visa, là, comme la green card processus pour rester aux États-Unis. Parce que là, ils ont réalisé que tout ce qu'ils ont acquis, tout ce qu'ils ont été capables d'avoir durant la dernière année, c'était juste temporaire. Là, ils allaient retourner en France avec peut-être les mêmes avantages qu'ils ont, mais ils perdaient tout. Tu sais, ils allaient perdre tout de l'autre côté. Oui, parce qu'ici, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les Français qui arrivent ici, surtout dans le sud des États-Unis, on sait, ça coûte rien. Je veux dire, les logements, ça coûte rien, la nourriture, ça coûte rien. Tout, c'est vraiment pas cher. Le coût de la vie est très, 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 très cheap. Et de retourner là-bas, donc ici il y avait un appartement, un très vaste appartement avec 2 salles de bain, il y avait une piscine, accès à une piscine en tout temps, tout ça. Et retourner là-bas avec un salaire quand même assez équivalent, mais là-bas il était dans un petit appartement tout petit avec une seule chambre. Pendant quelques mois, ils ont dû avoir leur petite fille dans la même chambre qu'eux. Donc et en plus quand ils sont retournés en France, et c'était vraiment temporaire leur visite aux États-Unis. Et ils ont eu beaucoup de problèmes là-bas parce qu'on voulait pas les réassurer pour la voiture. C'est comme s'ils revenaient comme s'ils avaient 18 ans. Ah, wow. Ouais, exactement. L'historique avait disparu. L'historique avait disparu. Ils ont eu beaucoup de problèmes à retourner en France, question système de santé puis tout ça. Et donc, mais c'est drôle parce que ça fait déjà maintenant un certain nombre d'années qu'ils sont retournés là-bas et là ils sont rembarqués dans la vision française ils sont retournés, je dirais, avec cette mentalité là que le gouvernement doit t'aider, le gouvernement doit te protéger des méchants capitalistes.
Ouais, vois-tu? Euh, une des choses qu'on discutait hier, et là, je suis impatiente, j'ai hâte que ça se règle, ce problème-là, parce que on avait vraiment eu une bonne discussion hier après-midi sur le parallèle entre ce qui se passe en France, et nous, on voit, et ce qui se passe au Québec. Et il y a, la seule chose qui diffère, en fait, c'est une forme de décalage. Ce qui se passe au Québec, c'est peut-être ce qui s'est passé il y a 10, 15 ans en France. Mais c'est exactement le même, je vais utiliser un terme anglophone, mais le même pattern, le même trajet. C'est comme si on prend les mêmes guides et on utilise exactement la même trajectoire pour arriver à une conclusion, quoique c'est très semblable à ce qu'on observe en France. Les États-Unis aussi vivent, vois-tu, il y a comme aussi un décalage entre ce qu'on observe au Québec et ce qu'on observe aux États-Unis, mais depuis l'arrivée d'Obama, ben, on constate que c'est cette direction-là qui s'en va. Alors, il y a énormément de parallèles entre différents États à travers le monde. C'est fascinant. C'est comme si on voit ce qui s'en vient. On regarde l'Europe, on regarde le Québec, on regarde les États-Unis, et c'est à des stades différents, mais on peut voir l'évolution. Donc, on sait, en fait, ce qui s'en vient. On sait ce qui s'en vient pour les États-Unis si on continue dans cette route-là, d'essayer de devenir de plus en plus socialisé, d'avoir un système de santé publique et tout ça. On voit la mentalité changer. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur parce que la mentalité des gens, c'est ce qui est le plus difficile à faire changer éventuellement. Puis ça me fait vraiment peur. Ah, Ulrich, tu es là? Oui, attends. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Nous sommes très heureux de vous parler. Enchantée. Oui. Bon. Alors, ben, enchantée de t'avoir parlé. Enchantée Marianne. Enchantée Julie. Bon. Puis, ben écoute, on a commencé la conversation avant toi. On essayait de remplir le vide. Mais grosso modo, j'aimerais que tu nous fasses, et j'ai fait un petit descriptif là, de qui tu es, mais juste nous décrire un peu qu'est-ce que la mouvance libertarienne en France et toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu es capable de faire pour promouvoir cette mouvance-là? Moi, je suis très curieuse parce que, juste une chose, hier, j'ai eu 3-4 questions. On m'a dit, ça existe, la mouvance libertarienne en France? Je dis, oui, c'est là. Alors, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui sont même surpris de savoir que ça existe. Je te laisse sur ça. Alors, nous sommes très très peu en France. C'est quelque chose qui est relativement récent. Donc, ce que nous pouvons faire pour les libertariens, c'est principalement accueillir des jeunes qui posent des questions, qui s'intéressent, les orienter vers quelques auteurs intéressants, quelques ouvrages vraiment qui forment les piliers du courant libertarien, pour qu'ils apprennent par eux-mêmes et qu'ils comprennent ce que c'est que la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est deux choses, c'est à la fois la liberté et la responsabilité. Donc, quand on parle de liberté aux gens, ils nous disent tout de suite, oui, mais si on laisse les individus libres, ça va être le chaos complet, l'anarchie, comme ils disent, mais au sens mauvais du terme. Et quand on fait lire quelques ouvrages à ces personnes, tout de suite elles comprennent en fait que c'est pas ça du tout, qu'on leur a menti depuis toujours. Oui, exactement, parce que c'est la liberté, c'est en fait une liberté de choix. C'est une liberté, mais c'est une liberté de choix. Mais pour pouvoir avoir cette liberté, il faut être capable de faire des choix. Et pour faire des choix, il faut avoir appris à faire des choix. C'est ça qui est difficile. C'est que quand t'es né en suivant vraiment un guide de tout ce que tu dois faire, tout ce qui est bien, tout ce qui est donné par le gouvernement, parce que le gouvernement, même le gouvernement canadien, en fait, il y a un guide alimentaire et donc tu dois suivre ce guide alimentaire-là parce que c'est ce qui est supposé être bien pour toi. Mais si t'as jamais appris à faire des choix dans la vie, de dire, je suis responsable de moi-même et je fais faire des choix par moi-même, selon ce que je sais, selon mes expériences, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en France, on a pris l'habitude d'avoir un État qui nous dit en permanence ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Et pour reprendre l'actualité, je ne sais pas si vous avez ça aux États-Unis ou au Québec, la cigarette électronique, vous connaissez? Oui, j'ai entendu, voilà. oui. Eh ben, en France, ils ont décidé de l'interdire. Alors que interdire aux jeunes de moins de 18 ans. Alors nous en France, on a mis dans la Constitution ce qu'on appelle le principe de précaution. Alors c'est notre ancien président Jacques Chirac qui a mis ça dedans. Donc le principe de précaution, ça veut dire quoi? Eh ben tant que quelque chose
qui a été inventé, a pas prouvé qu'il n'était pas dangereux pour la santé, qu'il n'était pas dangereux pour le pays, etc., eh ben ça devient interdit. Donc on imagine le principe de précaution à l'âge de pierre, eh ben on interdit le feu, parce que le feu ça brûle, donc comme c'est dangereux, on interdit le feu. Alors on mangerait encore du poisson et de la viande crue. Mais c'est Voilà où nous en c'est sommes. fou. Ah, C'est fou totalement parce que fou. à quelque part, la cigarette électrique, ok, je fais pas la promotion, je suis une personne qui ne fume pas et tout ça, mais comparativement à une cigarette normale, il y a quand même une amélioration. Et moi, ce Oui. que je lisais, c'est parce que j'ai lu sur l'article, c'est aussi que c'était très difficile de s'attaquer à la raison, à l'origine, on peut dire la cigarette électrique est mauvaise, mais en fait, ce qu'il disait, c'est qu'on veut prévenir le fait que les anciens fumeurs puissent recommencer à fumer à cause de ça, que ça puisse inciter les jeunes à fumer à cause de... Mais il n'y a aucun effet néfaste dans l'environnement avec cette cigarette électrique. C'est ça, la problématique. C'est Ouais, qu'ils mais je veux inventent dire, des la problèmes qui cigarette, n'existent pas. le tabac en France doit probablement être, comme au Québec, réglementé par le gouvernement, c'est bien vrai? Ah oui, c'est totalement Donc réglementé taxé, et c'est donc très taxé, voilà. bon, et donc Mhm. c'est la raison principale. C'est parce que si cette cigarette remplace la vraie Oui. cigarette de tabac, ben en fait le gouvernement va se ramasser avec moins de taxes, donc moins de sous. Et c'est tout à fait normal quand tu regardes ça comme ça, quand tu te poses des questions à savoir bon pourquoi le gouvernement va dans cette direction-là, mais c'est toujours la même chose, ça revient toujours à pouvoir taxer et pouvoir en chercher le plus possible dans les poches des contribuables. C'est Ben, exactement au ça. Québec, oui, au Québec, en fait, on voit le même problème avec les casinos. Les casinos, je sais pas si c'est la même chose en France, mais les casinos au Québec, c'est public. Alors, la problématique, c'est que là, ils se sont aperçus que les gens n'y allaient moins souvent, soit pour des raisons économiques ou bien ils allaient à l'extérieur du Québec. Et là, ils essayent de faire une campagne pour ramener les gens, mais en même temps, il y a une campagne de sensibilisation pour prévenir la dépendance Les excès, ou ouais. les excès. Alors, il y a une contradiction qui se fait. Tu sais, c'est le gouvernement est de chaque côté et il veut récupérer de l'argent. Et ça doit se faire en France, ça se fait aux États-Unis Mais ici ça, aussi. ça s'appelle la schizophrénie. C'est-à-dire, Oui, nous vivons dans des pays schizophrènes. En France, je on a te la même donne. chose, mais on peut citer des milliers et des milliers d'exemples. Donc, on a le problème de la cigarette, on a le problème de l'alcool, on a le problème des automobiles. C'est-à-dire qu'en France, les constructeurs automobiles, ce sont généralement des fabricants de petites voitures, de petites cylindrées qui coûtent pas très cher et qui consomment pas beaucoup. Mais alors, d'un côté, on veut que les gens achètent des voitures neuves, mais on veut pas qu'ils polluent, donc parce qu'on a taxé la pollution. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce serait acheter une voiture, la laisser dans le garage et utiliser les transports en commun. Exactement. Voilà. Donc Exactement. c'est de la schizophrénie. C'est ça le problème. Mais là, on est là, puis on a identifié le problème, ça fait longtemps, on le connaît le problème, on a mis notre doigt sur le problème, ok? Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver des solutions. Mais on commence où? On fait quoi? Alors le problème, c'est que tout est verrouillé. On a en France les médias qui sont totalement verrouillés, c'est-à-dire faire passer un message libéral, encore moins libertarien, libéral au sens français, au sens historique, Oui. pas au sens américain, démocrate. Hein. Donc un message libéral, c'est quasiment impossible à passer. Un message libertarien, n'en parlons pas. Dans l'éducation, c'est la même chose, puisque l'éducation nationale française étatisée transmet le même message socialiste aux enfants. Donc dès qu'ils sortent de l'école à 20 ans, ce sont tous de bons socialistes. Donc on s'aperçoit en fait que la seule solution, ce sont des initiatives individuelles, des gens qui se disent ah il y a un truc qui cloche, il faut que j'essaie de comprendre et qui ouvrent des livres, qui lisent sur internet, qui se renseignent. Mais ensuite, on Donc, fait quoi? On essaie bah, de parler à notre famille, nos amis, et ensuite ces exactement. personnes-là Mais vont faire la même chose de leur côté. et je pense en fait que nous avons tous un rôle à jouer à titre individuel. Donc vous avez fait une radio, c'est une initiative absolument exceptionnelle. Vous allez avoir un rôle à jouer. D'autres personnes écrivent des livres, d'autres personnes tiennent des blogs. Alors à un moment donné, c'est toute cette synergie qui va nous permettre de faire sortir peut-être un ou deux journalistes qui seront amis de nos idées, qui vont commencer à en parler pour faire grossir la chose. Surtout que les problèmes vont s'amplifier, que ce soit des problèmes monétaires, des problèmes de dette souveraine, des problèmes de sécurité sociale, des problèmes de retraite.
tout ça, ça va s'accentuer. Donc, à un moment donné, il y aura de plus en plus de gens qui vont s'apercevoir que ça tient plus, que ce qui s'est passé ces 40 dernières années, c'est plus possible de continuer. Alors, on va avoir des gens qui vont aller vers le communisme, parce que c'est une solution tellement facile et sans effort. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont se dire, ah bah non, c'est pas possible, il faut qu'on trouve encore une autre solution. Et là, nous, avec la liberté, on a quelque chose à promouvoir. Mais est-ce qu'en France, il y a des médias qui sont un peu plus de droite? Non. Je sais qu'au Québec, on en a un peu, comme tu as parlé avec Dominique Moret, qui est un peu plus de droite. Il y en a pas du tout? Bah, en fait, le schéma gauche-droite, ça veut plus trop rien dire. Et en France, on a vraiment des médias, des journalistes, des professeurs dans les écoles, des hommes politiques, quasiment à 100% socialistes ou au moins étatistes. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par l'État. Les médias sont largement subventionnés et payés par l'État. Donc, ces médias qui finalement sans l'État seraient morts, ben n'ont pas le choix. Ils délivrent le même message pro-État, pro-social. Donc, c'est très difficile de faire passer autre chose. Moi, j'aimerais retourner un peu à ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Là, ce que je sais, c'est que vous avez un parti qui s'appelle le Mouvement des Libertariens, si je me trompe pas. Oui. Et qui a pris l'initiative? Je sais que tu es impliqué, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont été impliquées. Qu'est-ce qui de quelle façon ça a été créé, ça? Ben, c'est très simple. Donc, nous sommes 10 cofondateurs. Nous avons initié et créé l'association. L'idée, en fait, c'est simple, c'est que en France, nous avons 100% quasiment des partis qui sont socialistes. Alors, nous avons un petit mouvement qui s'appelle le PLD, c'est le Parti libéral démocrate. Alors, ça essaie d'exister, c'est libéral, mais comme c'est tellement tout petit, ils sont obligés de s'associer finalement avec des gros partis, et leur message libéral se fait totalement noyer par le gros parti. Donc, pour essayer de trouver une autre solution, nous avons décidé de créer le Parti libertarien, quelque chose de très monolithique, très radical. Il n'y a aucun compromis avec aucun parti. Ce seront les idées libertariennes à 100%. Voilà le message que nous apportons. Oui, tout à fait cohérent. Nous, regarde, moi, je suis en train de regarder aussi. Nous, au Québec, on associe, et aux États-Unis aussi, pas en majorité, mais grandement, on associe le mouvement libertarien à la mouvance de droite. Et là, j'ai un commentaire qui dit le mouvement libertarien n'est ni de droite ni de gauche. Oui. Qu'est-ce qui fait que nous, on a décidé, en fait, moi, je me base sur Ron Paul, qui a été très impliqué dans le mouvement républicain et qui a essayé de faire passer la mouvance libertarienne. En France, c'est même, il y en a qui vont parler de libéralisme classique, qui donne l'impression d'être plus à gauche qu'à droite, mais c'est quoi la différence? C'est pas exactement ça, mais en fait, la différence, elle est très simple. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions pour aborder le problème. Soit on essaie de mettre des hommes politiques intègres à l'intérieur des grands partis pour les changer. Donc c'est ce qu'a fait Ron Paul. Mais à la base, il était chez les libertariens, mais ayant constaté que c'était pas la bonne solution, il a changé de stratégie. Aux États-Unis, ça a fonctionné. En France, ça pourrait pas fonctionner parce que tout le système corrompt. C'est-à-dire que c'est pas forcément une corruption financière, mais les gens sont obligés de faire des accords politiques. Et je vais vous donner un exemple concret. Quand vous voulez être représentant en France, donc les députés chez nous, il y en a 577, vous vous présentez aux élections. Et dans les campagnes, vous allez voir des maires, vous allez voir des élus, etc., pour présenter votre candidature. La première question qu'on va vous poser, c'est êtes-vous pour ou contre la politique agricole commune? Vous savez, c'est le système de subvention de l'agriculture en France et en Europe. En tant que libertarien, vous dites je suis contre. C'est-à-dire que j'arrête de subventionner l'agriculture. Ça représente 70 milliards d'euros, donc environ une centaine de milliards de dollars de subventions chaque année. Donc là, vous dites je suis contre. Et majoritairement, dans toutes les campagnes, on va appeler à voter contre vous. Forcément, puisque vous retirez les subsides du milieu agricole. Donc, vous avez déjà perdu les élections juste sur ce point-là. Alors que de l'autre côté, vous allez exonérer de charges, d'impôts, etc., une grande partie des paysans, des agriculteurs, qui payent des sommes absolument colossales, qui les concernent même pas, qui ne font que entretenir l'État. Et ça, on a du mal à le faire passer, parce qu'il faut tout expliquer en même temps. Il faut expliquer qu'on retire des subventions, mais on retire aussi des impôts et des charges de l'autre côté. Et qu'au final, c'est équivalent. Donc, alors, en fait, c'est toute une question d'éducation.
Oui. On doit partir vraiment à la base, et même pas peut-être penser à partir d'un mouvement politique, parce que comme tu mentionnes, c'est presque impossible de juste même faire la première étape, de s'inscrire et de se présenter. C'est déjà, on est déjà barré. Fait que maintenant, c'est d'essayer de sensibiliser les gens et de créer comme une forme d'éveil pour que ça devienne... Avec le site Quitter le Québec, les gens qui s'en vont aux États-Unis, les gens qui sont au Québec, qui veulent déménager aux États-Unis, me posent toujours la même première question. Toujours la même première question, c'est comment va me coûter mes assurances santé? Et là, je leur dis, ça va coûter, moi, pour ma famille, ça me coûte 568 $ par mois. Et là, on me dit, j'ai pas les moyens. Non, mais c'est parce que attends. C'est parce que de l'autre côté, je paye 6% d'impôts. 6% d'impôts. Mais même encore, ils ont pas la même, parce que là, ensuite, au Québec, on a les garderies à 7 $. Donc, si tu mets tout ça, je suis presque certaine que si tu utilises tous les services au Québec, versus ce que tu payes ici au Texas, tu vas avoir un plus gros pouvoir d'achat et donc tu vas pouvoir faire des choix. Donc tu vas pouvoir de choisir parce qu'en fait ici il y a pas juste une solution pour l'assurance santé, il y en a plusieurs. Tu peux décider de payer un peu plus de déductibles, payer un peu moins par mois. C'est vraiment ton choix. Il y a plusieurs programmes, mais les gens n'ont pas été capables de choisir d'avoir autant de choix à faire dans une vie. Je suis presque certaine même que plusieurs personnes trouvent ça beaucoup moins compliqué de pas avoir le choix. Puis on me le dit souvent, ouais, mais c'est parce que ça me tente pas. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire mange ça au lieu de manger ça, c'est meilleur pour toi. Fais ça au lieu de faire ça, c'est meilleur pour toi. Moi je dis OK, mais on peut y aller avec la personne qui est supposée dire qu'il mangeait, c'est soit ton médecin, ton nutritionniste, pas le gouvernement. La personne qui va te dire quoi faire avec ton argent, ça peut être je sais pas moi, un fiscaliste. Je le sais que ça vient pas juste du gouvernement et c'est cette mentalité-là qu'il faut briser et ça va être très, très, très difficile. En fait, Julie, tu fais état d'une chose, tu dis c'est ton médecin, mais quand on se ramasse dans un État comme le Québec ou un État comme la France, où est-ce que le médecin et l'État, en fait, c'est l'image, il reçoit sa paye, mais pas justement, il fait partie intégrante du système. Alors, c'est là qu'il y a une problématique, c'est comment faire. Et moi, j'essaie hier, justement, on en parlait, Ulrich, comment on peut s'en sortir? Quelle est la meilleure façon de s'épanouir dans un environnement aussi... Moi, c'est neutre, il n'y a plus rien qui avance et tout s'en va c'est un échec, là, en fait. Et nous, on est là, puis on essaie de dire, on veut s'épanouir. Quelle est la solution, selon toi, à part l'exil? Alors, moi, je suis plutôt pessimiste. Et pour reprendre Friedrich Hayek qui a écrit donc La route de la servitude, nous en parlions hier soir. C'est un livre absolument génial parce que il explique la montée du socialisme en Allemagne entre les deux guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, nous revivons exactement la même chose. Le problème, c'est que ça s'est quand même très mal fini. C'est-à-dire que nous arrivons à des états absolument tentaculaires et des états qui perfusent chaque individu. Donc chaque perfusion qui serait retirée ferait presque décéder l'individu, que ce soit des subventions, des subsides, le chômage, la sécurité sociale, etc. Donc quand l'État est attaqué comme il l'est en ce moment parce qu'il est en faillite, ils ont dépensé beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont collecté. Quand ça s'arrête, le peuple, mais il se rebelle. Il faut réfléchir 2 secondes. En France, par exemple, chaque mois, l'État français emprunte sur les marchés financiers 40 milliards d'euros, donc 55 milliards de dollars, pour finir les fins de mois. Quand les marchés financiers n'ont plus la monnaie suffisante pour ça, ce sont des fonctionnaires qui sont plus payés, les retraités qui ne sont plus payés, parce que nous n'avons pas les retraites par capitalisation, les chômeurs qui ne sont plus payés. Vous avez tout de suite 30 millions de personnes sur 66 millions qui n'ont plus rien pour manger. Donc quand ces gens-là ils descendent dans la rue, vous imaginez ce que ça fait. Et oui, ils descendent dans la rue, mais ce qui est fascinant, c'est que souvent ils vont réclamer
encore plus de l'État. C'est comme tu parlais auparavant, le mouvement communiste est comme la solution pour une grande partie de ces individus. Et c'est très inquiétant de voir ça. C'est un peu comme nos carrés rouges l'année passée à Montréal. C'est plus d'État, plus de contrôle, moins de liberté. Exactement. Moi, ça me coupe les jambes. C'est vraiment là qu'on on voit que les gens sont complètement schizophrènes parce que quand on regarde les opposants au libéralisme, principalement ils disent oui mais on peut pas donner la liberté aux gens, les gens sont pas responsables, les gens ce sont des fous, tout le monde s'entretuerait. Mais alors les gens qui sont pas responsables, moi il y a quelque chose que je ne comprends pas puisque on donne le droit de vote à des gens qui ne sont pas responsables. Donc ça c'est déjà pas normal. Puis moi j'aime tellement dire ça, on donne la chance à des gens d'élever des enfants mais ils sont pas responsables. Oui, mais il y a eu une députée socialiste qui a presque dit à la télévision que les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, mais à l'État. Ah, mais ça, on l'a vu aux États-Unis aussi. Il y a eu une gauchiste, en fait, elle a dit que c'est ça, le jour où les enfants appartiendront à l'État, tout va bien aller. Bravo. Voilà, bien sûr. Ah oui. Donc, les gens sont contre la liberté, contre le libéralisme, et ont le droit de vote. C'est-à-dire que mon voisin, il n'est pas responsable. S'il y a plus de droit, s'il y a plus de loi, etc., il va venir me piller chez moi, violer les femmes, tuer les enfants, etc. Mais alors, cette personne-là, elle a le droit de vote, et en plus, elle a le droit d'élire des gens qui vont avoir tout pouvoir sur sa vie. C'est-à-dire, c'est quand même fou parce que on ne croit pas son voisin raisonnable, mais par contre, les hommes politiques seraient dotés d'un pouvoir divin. Alors, ils seraient incorruptibles, ils auraient la science infuse. On vit vraiment dans un pays de schizophrènes. Ouais, parce qu'on croit que la solution viendrait du fait que des dirigeants de l'État seraient de bonnes personnes. Donc, on pourrait, c'est là qu'est la solution, mais en fait, on sait tous que c'est une utopie. Bah oui, on l'a vu par exemple avec les régimes totalitaires, que ça soit en Corée du Nord, en Biélorussie, en URSS à l'époque, à Cuba, au Venezuela. On a vu ce que ça faisait les hommes providentiels. Ça se termine toujours dans un bain de sang. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais faudrait leur faire comprendre de A à Z ce qui se passe. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si on laisse le marché libre prendre le pouvoir sur la population, parce que c'est ce qu'on dit, c'est que le capitalisme sale, parce que c'est dangereux le capitalisme, en fait, on se retrouverait avec toutes des compagnies comme Monsanto, quand on sait très bien que Monsanto a été créé est un monstre à cause des gouvernements mondiaux. Oui. Exactement. Nous, on appelle ça le capitalisme de connivence. C'est-à-dire que c'est un pouvoir financier qui s'associe à un pouvoir politique et qui vote les lois, qui change les règles du jeu pour les intérêts de cette compagnie. Et c'est ça aussi l'incompréhension des gens. Il y en a plusieurs qui vont dire le gros problème, c'est le corporatisme, c'est le capital. Non, ils vont même pas dire le corporatisme, ils vont dire le capitalisme pur, le pur et dur. Au Québec, on a une horreur de ce terme. Le capitalisme, c'est mauvais, c'est le diable. Mais d'un autre côté, il se retourne vers le gouvernement et ne voit pas la manipulation qui est faite entre ces entités, le corporatisme et le gouvernement. Et ils veulent même pas reconnaître. C'est un peu comme le mouvement Occupy Wall Street. Ils avaient une raison quelque part de dénoncer le système bancaire, le système financier, mais la solution c'était quoi? Alors nous avons un grand auteur en France qui était un ancien résistant, qui a écrit Indignez-vous. C'est Stéphane Hessel, et ça a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en France. Donc c'est un succès de librairie absolument colossal, et c'est exactement ça, c'est la base de Occupy Wall Street, c'est le méchant capitalisme, c'est exactement ça. Mais chez nous ça marche très bien, hein. C'est comme au Québec, hein. Il y a vraiment un fond de mentalité qui est contre le capitalisme. Le capitalisme, nous parlions tout à l'heure pour différencier droite et gauche, on pourrait dire que la droite c'est plutôt le capitalisme, les patrons, l'entreprise, etc. Et puis la gauche, ça sera plutôt la défense des pauvres, des salariés, etc. Et là, ça rentrera en confrontation. Mais ça n'existe plus. La droite en France est aussi socialiste que la gauche. Ben écoute, nous on appelle ça ici le néoconservatisme. En fait, le néolibéralisme qui a tué le libéralisme classique et le néoconservatisme est
à l'opposé, mais en même temps est aussi glouton. C'est un monstre glouton qui veut toujours de plus en plus d'intervention. Et les deux sont très néfastes pour l'épanouissement de l'individu. Je voudrais qu'on revienne aussi sur bon, on va revenir sur la mouvance libertarienne. Hier, on a eu une bonne conversation concernant l'anarcho-capitalisme. Puis j'aimerais qu'on en discute un peu parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. Et moi, je trouve qu'il y a un bon fond. Il y a un bon fond et j'aimerais qu'on en discute un petit peu. C'est un sujet vraiment que j'ai à cœur parce que quand on creuse un petit peu le mouvement libertarien, grosso modo, pour résumer, il y a deux familles. Donc il y a une famille qui s'appelle les minarchistes. Donc c'est ceux qui pensent qu'il faut réduire drastiquement la taille de l'État et lui laisser uniquement que les prérogatives minimum, c'est-à-dire les forces de police, la justice et l'armée, donc la défense aux frontières, et tout le reste serait privatisé, y compris l'éducation des enfants, la santé, tout ça sera intégralement privatisé. Et puis il y a l'autre famille qui s'appelle les anarcho-capitalistes, et alors ceux-là pensent qu'on peut réduire l'État à zéro, c'est-à-dire supprimer totalement l'État, et même aller jusqu'à des services donc d'armée, de police et de justice totalement privés et en concurrence. Voilà, pour résumer. Mais ça, pour une personne qui a vécu toute sa vie dans un monde où l'État est omniprésent, ça fait vraiment peur. Nous, on voit ça, on appelle ça l'anarchie, là. Bah oui, alors c'est anarcho-capitaliste, c'est anarchie capitaliste, c'est-à-dire que quand on dit c'est un anarchiste, dans le langage courant, un anarchiste, en fait, ça serait quelqu'un d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que il pense qu'il faut supprimer l'État, il faut tout supprimer, mais le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas la propriété privée. C'est-à-dire que votre maison, c'est aussi sa maison, votre voiture, c'est aussi sa voiture, il n'y a plus de propriété privée. Et alors, ça va jusqu'au travail, puisque vu que vous n'êtes même plus propriétaire de votre corps, ça voudra dire que vous n'êtes même plus propriétaire du travail que vous effectuez. Voilà. Ça, ce sont les vrais anarchistes. À l'époque de Proudhon, donc c'est pour moi de l'extrême gauche. Anarcho-capitaliste, donc ça a été initié par Murray Rothbard et d'autres grands auteurs. C'est une suppression de l'État, mais une reconnaissance totale des droits de propriété et de liberté. Voilà. Et la première propriété, c'est la propriété individuelle. C'est son corps, voilà, exact. C'est son corps, exactement. Voilà, des droits inaliénables. Il y a toujours quand on parle de libertarien, de capitalisme, on parle souvent aussi qu'il faut protéger. Puis c'est là, moi, j'ai un petit peu de difficulté encore. Je peux même pas vous dire mon opinion à 100% parce que j'ai pas encore ma tête claire. Que fait-on avec nos enfants? C'est-à-dire, nos enfants nous appartiennent, mais jusqu'à quel point? Non. Alors, les enfants n'appartiennent qu'à eux-mêmes. À partir de ce que je disais hier un petit peu en aparté, en fait, le fœtus passe d'un stade de fœtus à un stade d'être humain, donc dans le ventre de la maman, et à partir du moment où il devient un être humain, il récupère ses droits d'humain. Donc, il a une liberté totale et une propriété totale sur son propre corps. Donc, les parents ne sont pas propriétaires de l'enfant, mais propriétaires de son usage. C'est-à-dire que c'est eux qui le nourrissent, c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui en ont la garde, mais légalement, vu qu'on supprime l'État, l'enfant pourrait demander d'être émancipé à n'importe quel âge. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'ai bien aimé cette description-là parce que souvent, c'est ça, on est déchiré à savoir est-ce que l'enfant nous appartient pas. On arrive encore avec ces fous socialistes qui disent l'enfant ne vous appartient pas, il appartient à l'État. En fait, j'aime beaucoup cette distinction. On a un droit d'utilisation, en fait. On a le droit de décider, de guider ou quoi que ce soit, mais l'enfant, de fait, il est une entité, il a ses propres droits. On peut pas décider en tant que parent de commencer à mutiler un enfant, même pour des soins ou quoi que ce soit, contre son gré, techniquement. Ouais, mais ça doit être encadré par des lois. On peut supprimer, ça demande d'étudier le sujet un petit peu en profondeur parce que d'une manière, quand on en discute comme ça paraît un petit peu fou. On voit le chaos arriver, on voit les abus, etc. Mais j'encourage vraiment tout le monde à lire l'éthique de la liberté de Murray Rothbard, qui est vraiment une sorte de claque. Quand on lit ce livre, ça met vraiment à la poubelle tout ce qu'on a appris au niveau de l'éthique, de la morale, etc. Et on repart sur quelque chose de propre, des fondations vraiment. Moi, j'utilise toujours le terme de légitime, un choix légitime.
Et c'est vraiment important de le lire, l'éthique de la liberté. On repart vraiment sur quelque chose de nouveau. Et justement, on a eu hier... Oui, vas-y, excuse-moi. Sur tous les sujets, hein, donc que ce soit la propriété privée, donc là où vous avez habité, on parle du droit du sol, on peut parler si on est pour ou contre les gaz de schiste, par exemple. Le problème se règle très très facilement quand on règle les droits de propriété, Alors comment les droits ça se règle, des enfants. grosso modo? Eh ben, c'est-à-dire, c'est très simple. Par exemple, imaginons que vous ayez une propriété de 4 hectares. Moi, à côté, j'ai une propriété de 4 hectares. Vous décidez de forer pour des gaz de schiste, enfin, vous autorisez à forer pour des gaz de schiste sur votre propriété. Vous êtes totalement propriétaire de votre sol et de votre sous-sol. Donc, la compagnie pétrolière va vous donner des royalties sur ce qu'elle va pomper. Mais moi, je suis aussi propriétaire de mon sol et de mon sous-sol. Donc, imaginons qu'il y a une perforation de la nappe phréatique et que la nappe phréatique soit contaminée. Ça va vous coûter tellement cher en dommages et intérêts pour réparer ça que ça sera soit impossible techniquement parce que ça coûtera trop cher de forer, soit si c'est foré, il y aura toutes les précautions qui seront prises pour prendre aucun risque de pollution. C'est ça. Alors c'est vraiment c'est la liberté Exactement. et responsabilité Exactement. individuelle. Par exemple, nous en France, on a souvent le débat sur pour ou contre le nucléaire. Alors, il y a Greenpeace qui s'en mêle, etc. C'est la même chose. En France, si vous montez une usine à charbon, si vous montez des éoliennes, des capteurs solaires, vous êtes assuré pour ça. Par contre, tout le parc nucléaire qui appartient à l'État n'est pas assuré. Donc, si un jour il devait y avoir un accident nucléaire, c'est l'État qui porte directement garant. Donc, l'État, c'est nous. Donc, vous imaginez qu'il y a des gens qui sont contre le nucléaire, qui par leurs impôts payent le nucléaire. Tout à fait, oui. C'est totalement intolérable. Alors que si on réfléchit à ça dans une société privée, le nucléaire prend sa responsabilité, paye cette assurance, ça a déjà été chiffré, ça serait de l'ordre de 60 milliards de dollars par an pour assurer le parc. Et forcément, toutes les précautions seraient prises. On irait peut-être même sur des nouvelles technologies, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est assez compliqué, mais il y a des technologies beaucoup plus sûres pour le nucléaire qui ont été écartées justement à cause des États. Donc vraiment, quand on revient sur la liberté de choix et la responsabilité qui va avec, on règle énormément de problèmes. On règle même tous les problèmes. Et en fait, c'est fascinant parce qu'aux États-Unis, à la base, c'est les fondements qui ont été établis. Moi, je regarde un peu, mon conjoint travaille pour une compagnie justement d'électricité nucléaire. À la base, c'était ça, la responsabilité était sur le dos de l'entreprise. Mais avec le temps, les gouvernements sont rentrés et il y a eu comme une espèce de mélange entre la corporation et le gouvernement. Et maintenant, s'il y a un désastre nucléaire, c'est presque assuré que le gouvernement va supporter une perte ou va assumer. Alors, ces entreprises ont tendance à négliger un peu parce que d'une façon ou d'une autre, ils vont dire, s'il arrive quoi que ce soit, oui, on va avoir une tape sur les doigts, on va se faire réprimander, mais de l'autre côté, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous sauver. C'est le même problème avec les banques, en fait. Les banques ont déconné, mais parce qu'à la base, ils savaient qu'ils allaient être sauvés. Une citation de Alan Meltzer, un Américain, qui dit « Le capitalisme sans échec, c'est comme la religion sans péché. Ça ne marche pas. Les faillites et les pertes, même le simple spectre de la faillite incite à la prudence. » Et c'est exactement ça. C'est comme si je vous dis, vous pouvez rouler à 300 miles à l'heure et il ne vous arrivera rien, aucun accident. Les gens, ils roulent, ils font pas attention. Alors que si vous prenez la responsabilité d'éventuellement mourir, de perdre la vie dans l'accident de voiture, vous êtes beaucoup plus prudent. Tout à fait. C'est exactement ça. Et pour Monsanto, justement, vu que nous parlions de Monsanto, il y a eu un arrêt spécial pour eux qui rend impossible tout procès avec des dégâts qui seraient causés à cause des OGM. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment le capitalisme de connivence au plus haut point. Parce que Monsanto n'aurait jamais pu devenir aussi puissant sans l'aide du gouvernement, on a octroyé des brevets. Si on regarde l'historique de cette compagnie, ça fait peur. Et j'entends encore, puis ça m'a dérangé, puis je vais en parler plus tard dans l'émission, des soi-disant libertariens du Québec qui ont dit, écoutez, là, Monsanto, je comprends pas l'histoire avec Monsanto. C'est une compagnie, c'est du capitalisme, là, donc si vous êtes pas content, mangez-en pas. C'est là qu'on n'a pas compris. On ne sait pas. C'est souvent des gens qui creusent pas le sujet. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une société de droit privé. On n'a pas à s'en mêler. Mais quand on regarde un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit des collusions qu'il y a entre l'État. Moi, si on me dit que
Monsanto est considéré exactement au même niveau que n'importe quelle société petit artisan américain, il y a aucun problème. Mais c'est pas le cas. Non, mais non. Juste le fait de savoir le FDA, c'est le Food Administration, bon, mais j'ai perdu le terme en anglais, mais c'est comme l'agence gouvernementale au point de vue de l'alimentation. Il y a eu collusion. En fait, il y a l'avocat durant les années 80 de Monsanto qui est devenu directeur de ce département. Et maintenant, on se ramasse avec un ancien président de Monsanto qui dirige le FDA. Vous voyez, c'est une aberration. Et il passe des lois, il permet des types de pratiques ou des types d'aliments. Et non, c'est sain. On a fait des études. D'où viennent ces études? Est-ce que c'est biaisé? Bien sûr. C'est toujours biaisé parce que c'est des études qui coûtent très cher. Oui. Par exemple, pour les problèmes de l'aspartame. L'aspartame, ça a toujours, il y a toujours eu des études qui disent que c'est dangereux pour la santé, ça peut créer des cancers, etc. Quand on creuse un petit peu, la totalité des études ont été payées par le lobby du sucre. Ce sont des grandes entreprises du sucre qui ont payé des études sur l'aspartame. C'est comme si, je ne sais pas moi, je suis Boeing et je fais faire des études contre Airbus. Et forcément, ça va être dans mon intérêt à moi. Oui. Mais en fait, l'aspartame, Monsanto est derrière l'aspartame, Monsanto est derrière plein de trucs là en fait, l'agent orange, qui avait été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Donc on voit que c'était en fait au départ une compagnie qui était pas du tout qui était pas du tout en lien avec la nourriture, et là maintenant ils contrôlent de l'agriculture partout dans le monde, et c'est tellement, je peux pas comprendre quelqu'un qui me dit, ben, y a rien, c'est du capitalisme, donc si t'es pas content, t'as juste à pas en manger. C'est beaucoup plus profond. Le problème, en fait, c'est que les gens, ils voient le monde en blanc ou en noir, parce qu'indirectement, Monsanto a aussi sauvé des millions de vies. Parce que toutes les recherches qui ont été faites dans le milieu agricole, que ce soit dans les engrais, les produits phytosanitaires, etc., ont augmenté les rendements et ont permis à des gens de manger. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qu'on doit garder, une entreprise totalement libre, mais aussi une entreprise totalement responsable. Donc, on doit retirer en fait tous les passe-droits que l'État a donnés à Monsanto. C'est tout. Ouais, tu parles de que les agriculteurs pouvaient manger plus de ça, oui, pendant un certain temps, mais la roue tourne maintenant et on s'aperçoit que là c'est le contraire ce qui se passe. Donc les agriculteurs, par exemple en Inde, qui avaient justement pendant quelques années ont eu plus de dans le fond de leur je me souviens plus comment le terme en français, crop, c'est quoi de rendement. C'est ça, le rendement de l'agriculture, donc leurs fruits, légumes et tout ça. Il y en a eu beaucoup plus parce ils devaient moins s'en occuper. Bon, ils n'avaient plus besoin ils perdaient moins à cause des pesticides et tout ça. Mais après quelques années, ça l'a rattrapé et c'est devenu pire que c'était avant. Parce que ce que ça l'a donné, c'est que faut toujours acheter les graines de Monsanto, coûtent de plus en plus cher et besoin de plus en plus de pesticides, de plus en plus puissants. On voit où est vraiment le problème, parce que le vrai problème, c'est pas vraiment l'Inde, c'est pas vraiment Monsanto, ce sont les États. Nous en France, par exemple, au niveau européen, ils ont réussi à passer une loi qui va interdire l'utilisation des semences de ferme. Alors c'est quoi ? C'est-à-dire que quand on est paysan, on a le droit de garder une partie de sa récolte d'une année sur une autre pour la semer. Eh bien là, maintenant, ça va être totalement interdit. Donc tout va être tracé et tout va devenir... un paysan, en fait, ça va devenir quasiment un salarié de chez Monsanto. Voilà. Monsanto, Cargill ou d'autres entreprises, mais ça revient au même. Donc en fait, la liberté est totalement perdue. Vous imaginez un paysan au milieu de l'Arkansas qui souhaiterait gérer sa culture lui-même, avoir un petit moulin sur place, faire sa farine, vendre sa farine d'une manière locale, ça va devenir de plus en plus impossible parce que les États s'en occupent. Oui. Alors qu'il y a plein d'initiatives dans le monde pour revenir à ce mode d'agriculture. En France, par exemple, on est passé d'une agriculture totalement intensive il y a quelques personnes qui essaient vraiment de réinventer l'agriculture pour revenir à quelque chose de beaucoup plus durable et de beaucoup plus raisonnable. J'ai visité des fermes Amish il y a 2 ans et quand un Français, nous on est forcément les rois du monde sur beaucoup de sujets, on donne des leçons à tout le monde.
Et quand on va voir les Amish, on s'aperçoit que c'est les fermes les plus rentables du monde. Et là, on prend une claque parce que finalement, ce sont des gens qui n'ont pas arrêté d'évoluer, mais qui ont continué d'évoluer dans une voie durable. Ce que nous, on a complètement arrêté après-guerre. Oui. Donc, ils ont développé des techniques que les Américains, les Européens pourraient reprendre et s'inspirer. Parce qu'ils ont vraiment des rendements qui sont formidables quand on voit qu'ils mettent ni engrais, ni produits phytosanitaires, ni produits chimiques, et ils arrivent à 50 quintaux hectares dans des blés. C'est absolument exceptionnel. Oui. Voilà. Oui. Mais donc, je sais. Allez-y. Je sais que Ulrich doit nous quitter, donc je veux pas prendre trop de son temps. C'était très agréable. Ouais. En fait, c'est très bien de voir ce qui se passe en Europe parce nous, de ce qui se passe en Europe, c'est jamais vraiment de l'intérieur. C'est souvent par nos médias qui sont souvent très biaisés. Et c'était très, très, très intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont de l'allure. C'est gentil. Ouais, au moins maintenant, vous savez qu'il y a quelques centaines de libertariens en France qui sont prêts à œuvrer pour la liberté, quoi. Ça, faut que vous le sachiez. Oui, et juste avant qu'on se laisse, j'aimerais aussi que tu me fasses, tu me parles un peu de ton recueil. Hier, on parlait d'un recueil de près de 100 auteurs qui, un petit livre qui a été écrit il y a pas longtemps. Parle-moi-en donc un peu. Donc l'idée, en fait, c'était le problème du libéralisme, c'est que nous avons des livres absolument prodigieux, de grands auteurs, ça fait plusieurs siècles. Mais personne ne les ouvre. Maintenant, même dans les bibliothèques, ça devient introuvable. Beaucoup de livres sont épuisés, etc. Donc l'idée, c'était de faire vraiment un livre très accessible, que monsieur et madame tout le monde puisse lire, même quelqu'un qui connaît rien à la politique, qui connaît rien au libéralisme, et qui puisse comprendre au travers de 100 auteurs sur 100 sujets. Ça se lit très facilement, c'est une page recto verso. D'être initié aux problèmes de retraite, d'éducation, d'euthanasie, de drogue, de port d'armes, d'impôts, etc. Pour avoir envie de se dire ah bah peut-être il y a quelque chose qui cloche et peut-être que finalement il y a une autre solution qu'un État omniprésent. Voilà, c'était ça l'idée. Et le titre c'est libre au pluriel avec un point d'exclamation. Et donc notre collectif d'auteurs s'appelle. Alors au Québec, sur commande, on peut l'avoir. Sinon on peut passer par Amazon. Alors il y a des frais de port qui sont un peu chers, quasiment aussi chers que le livre. Mais vu que le livre est libre de droit, il était vraiment très accessible, quelque chose comme $13 canadiens. Et donc libre de droit, il n'y a aucun auteur qui a gagné quoi que ce soit sur le livre, vraiment de l'objectif de mettre le libéralisme à la portée de chacun. Et vois-tu, on va essayer de mettre le lien, je vais aller sur Amazon, je vais essayer de le trouver, je vais mettre le lien sur le site, et je suis certaine qu'il y a moyen de le trouver d'une façon ou d'une autre. Là, il y a plusieurs Québécois qui l'ont commandé, qui l'ont eu par Amazon. Parfait. Parce que je trouve que c'est un bon guide pour initier les gens. Et je pense que malheureusement, là, on est un peu tard, mais c'est malgré l'étape où est-ce qu'on est rendu. C'est l'éveil, c'est de permettre les gens d'ouvrir leurs horizons et de sortir de cette morosité, en fait. Alors, espérons que le réveil va se faire vite, là, parce que grâce à nous. Oui. Oui, c'est ça. On met tous nos forces ensemble et on va finir par gagner. Mais je te remercie beaucoup, Ulrich. Merci puis beaucoup. On va se reparler, c'est certain. À très bientôt et bon courage pour la suite. Merci. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Donc, on va faire une petite pause et commanditaire de ce premier segment, c'est bien sûr Broadcast Gorilla pour tous vos besoins dans le domaine des webinars. Broadcast Gorilla est à votre service. C'est une jeune entreprise québécoise, dynamique et je pourrais même ajouter libertarienne. Donc, c'est vrai. Hein? Bon, on encourage ceux qui pensent comme nous. Donc, si vous êtes, écoutez, des travailleurs indépendants, vous avez une grosse compagnie ou même une petite compagnie, mais vous avez des gens un peu éparpillés, vous pouvez être un thérapeute, enseigner l'anglais avec Broadcast Gorilla, vous pouvez faire la radio comme on le fait avec Broadcast Gorilla. Donc, c'est très bien, ça s'adapte à plusieurs. En fait, vous pouvez avoir la vidéo, vous pouvez avoir présenter des trucs sur YouTube, vous pouvez présenter aussi des présentations PowerPoint, tout ça par la même plateforme. Donc, visitez le site web www.broadcastgorilla.com.